Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Shares. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je reçois un investisseur qui est d'abord un entrepreneur. Il a commencé comme entrepreneur, il a eu 1000 vies, il va nous en parler. Il s'agit de Guillaume Olivier Doré, le président de Source Private Assets. Mon sujet, c'était vraiment que je n'étais pas à l'aise dans les costumes dans lesquels on essayait de me mettre. Et donc, j'ai assez vite considéré qu'il fallait que je me fasse mon propre costume. Investir, c'est facile, parce qu'on se fait plaisir en disant j'ai mis de l'argent dans tel projet, c'est super, on fait un joli communiqué LinkedIn, etc. Mais par contre, on a juste oublié qu'il faut tenir la rampe pendant 5 ans, et qu'au bout de 5 ans, il faut aller récupérer l'argent, il faut le rendre à ses investisseurs. Nous remercions les partenaires de cet épisode, Madines, le média de référence de l'économie de demain, et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs engagés en faveur d'investissements responsables. BNP Paribas Asset Management propose une large gamme d'ETF accessibles via les plateformes de shares. Guillaume, bonjour. Merci de me recevoir dans ce podcast, Ben. Écoute, on est très heureux, ça fait un moment qu'on en parle. C'est vrai. On a plein de raisons de se rencontrer, de se voir, de faire des choses ensemble. Et donc, t'inviter à ce podcast, c'était la suite naturelle. On va commencer par les basiques, évidemment. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Donc, Guillaume Olivier Doré, je suis investisseur depuis une trentaine d'années. J'ai eu la chance d'avoir aussi un parcours d'entrepreneur, cofondateur d'une quelques entreprises, dont certaines un peu connues, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et aujourd'hui, je pilote un projet depuis maintenant 3 ans qui s'appelle Source Private Assets. Ok, et donc un truc qui m'a intéressé quand j'ai préparé évidemment cet échange, c'est qu'en fait, tu as commencé très très jeune. Ta première entreprise, tu avais 19 ans, c'est ça ? C'est ça, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Alors, c'était pas une entreprise de conseil, certes, mais c'était pas non plus une PME ou une start-up. Et donc, tu avais cette fibre ? Oui, j'avais cette fibre depuis très très longtemps. Je pense que mon sujet, c'était vraiment que je n'étais pas à l'aise dans les costumes dans lesquels on essayait de me mettre. Ouais. Et donc, j'ai assez vite considéré qu'il fallait que je me fasse mon propre costume. Et j'ai très rapidement décidé de devenir entrepreneur, ce qui pour moi était un facteur de prendre sa liberté. Alors c'était il y a longtemps, parce que je suis vieux, contrairement à toi. C'était il y a très longtemps, donc à l'époque c'était assez original de devenir entrepreneur, alors qu'en général... C'était pas la mode. Non, c'était pas Aujourd'hui, du tout la mode. il y a une hype, tout le monde veut être entrepreneur et c'est super. Effectivement, même moi quand j'ai commencé, le parcours, la voie royale, c'était la finance, Ça, c'était exactement. l'école de commerce, etc. Et donc toi, tu as tout de suite choisi d'entreprendre. Ouais, j'ai basculé très vite pour être libre. Après, je suis revenu dans le droit chemin parce que j'ai refait des études sur le tard. Mais en l'occurrence, effectivement, j'ai été entrepreneur assez rapidement. Oui. Donc tu as monté 7 entreprises. C'est assez dingue. N'exagérons rien, j'étais cofondateur de pas mal de boîtes. J'ai mis ma pierre à l'édifice à pas mal de projets. Il y en a que j'ai créé moi-même et que j'ai piloté. Et la plupart d'entre elles, j'étais plutôt cofondateur. Je ne suis pas forcément un entrepreneur au sens large, je suis plutôt un rassembleur. Donc on était souvent plusieurs. Quand je dis souvent, je parle de Source Private Assets, je dis souvent qu'on est 5 associés. On est vraiment 5 associés. C'est-à-dire qu'on travaille en groupe. Et donc, tu as fondé donc, ces différentes, ou en tout cas contribué à ces différentes aventures. Un truc aussi qui est assez intéressant, et peu nombreux sont les gens qui, comme toi, ont eu plusieurs vies dans plusieurs secteurs, c'est qu'en fait, tu as un peu touché à tout, puisque aujourd'hui, tu es dans le capital investissement, mais au démarrage, tu étais dans la tech, dans différents projets. Est-ce que tu peux rapidement nous énumérer les différents secteurs que tu as pu pratiquer ? Tout ça tournait autour du même sujet. Ça tournait beaucoup au sujet des PME et du capital investissement. Mais j'ai touché le secteur de la tech puisque j'ai eu la chance d'avoir avec Dan, Marc et Thierry lancé Viadeo à l'époque, qui est un vieux PSN dont tout le monde a entendu parler, j'imagine. Alors Viadeo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le LinkedIn français. C'est ça. C'était le LinkedIn français. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il fallait absolument avoir ton profil sur Viadeo et ton profil sur LinkedIn à jour et on y accordait la même importance. C'est ça. Sinon même, j'ai envie de dire presque plus à Viadeo, qui était un acteur hyper leader en France et en Asie. Tout à fait. Qu'on a coté en bourse, que Dan a coté en bourse en 2010. Je pense que j'ai été aussi cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Terraclion, qui est cotée en bourse aussi, on a coté en 2012 avec un entrepreneur que je connaissais bien. Ma vie est plutôt faite de rencontres. C'est-à-dire que de manière assez étonnante, c'est rencontrer les gens qui avaient eux-mêmes des projets entrepreneuriaux qui m'ont permis de m'associer avec eux. Lorsqu'on a fait Terraclion, je n'avais pas de rôle opérationnel dans Terraclion, mais lorsque c'était un spin-off d'un groupe de santé. Qu'est-ce que allemand, tu faisais j'ai organisé en fait le spin-off, parce qu'en fait Jérôme Lebon, qui est décédé malheureusement, mon associé, en fait me dit je sais piloter ce spin-off, mais je ne sais pas l'organiser. Et donc j'ai spin-offé la boîte avec lui, parce que c'est une matière technique dans laquelle je suis à l'aise. Et donc je suis devenu cofondateur de cette boîte avec lui. Donc souvent c'est une histoire de rencontre qui m'ont amené à créer Viadeo, à
a créé Agregator, qui est le premier club d'entrepreneurs français avec Danemark et Thierry. Donc, c'est ces rencontres-là qui m'ont permis d'avoir cette double compétence. Mais il y a une linéarité autour du fait qu'à chaque fois, je cherchais plutôt des choses qui sortaient des sentiers battus. Je cherchais des lignes de crête en dehors. Et alors, c'est laquelle la rencontre qui t'a conduit à faire du capital investissement ? C'est la rencontre, celle qui m'a conduit à faire du capital investissement, c'est la rencontre avec un monsieur qui s'appelle Hugh Richards, qui est historiquement un des dirigeants d'un fonds anglais qui s'appelle 3i, que j'ai croisé. Alors, on appelait ça des concours de business plan à l'époque, ça s'appelait les concours de pitch, que j'ai croisé un concours de business plan à l'INSEAD, où je représentais l'EM Lyon à l'époque où j'étais à l'EM. Tu pitchais, c'est ça ? Je pitchais, ouais, je représentais l'EM à un concours européen de business plan. Et toutes les grandes écoles. Tu pitchais ta boîte, en fait. Je pitchais ma boîte, tout à fait. Je pitchais la boîte qui elle-même, on avait fait un concours interne. Enfin, il y a une histoire un peu rigolote autour de tout ça. Et Hugh Richards nous a coachés pendant 3 jours, parce que c'était un concours, on était coachés pendant 3 jours. Et à la fin de ces 3 jours, j'ai regardé Hugh et je fais, je veux faire ton job. Et alors, en quoi avoir été entrepreneur pendant un certain nombre d'années, finalement, ça te donne un rapport à l'investissement qui est un peu différent maintenant que tu as pris la casquette d'investisseur. Comment, du coup, ton couple, tu vois, risque versus profit, risk-reward, comment tu jauges la résilience versus il faut finalement arrêter une activité ou pivoter. Enfin, voilà, comment, et c'est assez rare, en tant qu'entrepreneur par le passé, tu as une approche de l'investissement qui, du coup, est naturellement différente. Oui, alors elle ne convient pas à tous les entrepreneurs avec lesquels je me suis associé, pour être très clair, puisqu'en fait, elle est très hands-on. Et moi-même été entrepreneur, et j'ai une culture de faire les choses, de ne pas être dans mon petit bureau à regarder les chiffres, mais être plutôt aux côtés d'entrepreneurs. Donc, je suis plutôt dans une philosophie de m'associer avec eux. Et ça s'est renforcé avec le temps et avec l'âge. Plus on avance, plus j'avance. Tu débarques au bureau tous les jours ? Non, pas vraiment. C'est pas le cas. Mais en tout cas, je suis très sensible et impliqué sur les décisions opérationnelles qui pourraient avoir un impact sur la création de valeur. D'accord. Et en réalité, c'est plutôt ça l'approche. L'approche, c'est de dire il y a plein de décisions que les entrepreneurs prennent au quotidien qui n'ont aucun impact sur la création de valeur. Par contre, effectivement, j'essaie d'être sensible à ces signaux faibles, dire mais si on fait ça, est-ce que ça a un risque pour l'avenir de l'entreprise ? Une proximité peut-être aussi avec l'entrepreneur. Tu peux le comprendre. Exactement. Il y a une proximité humaine. J'ai été moi-même. Alors j'ai eu des belles aventures. J'ai effectivement eu des échecs aussi. Donc j'ai vécu aussi des situations difficiles, des pivots, des choses qu'il fallait refaire. Et donc de facto, je me positionne plutôt comme quelqu'un qui est là pour les aider, les accompagner et finalement leur faire un peu moins d'erreurs parce que je les ai faites moi. Et en les avertissant, en disant fais gaffe, si tu fais ça, il peut y avoir ça qui va se produire, etc. On ne parle pas beaucoup de la solitude dans l'entrepreneuriat. Heureusement, parfois, on a des cofondeurs avec lesquels on peut partager, des cofondateurs avec lesquels on peut partager. Mais c'est un métier qui est très difficile. Être entrepreneur, on doit prendre des décisions difficiles, on traverse des périodes difficiles. Et c'est vrai que ce lien que tu décris, que tu tisses avec tes participations, je pense qu'il est vraiment clé, il est très structurant. Il faut qu'on puisse avoir une relation de cette nature avec son fonds, en fait. Et c'est pas complètement évident parce que mes confrères à qui je travaille depuis longtemps, on est relativement peu à avoir eu cette capacité à alterner entre je dépose le cabis d'une entreprise, j'embauche des salariés, je monte la boîte avec mes associés, et avoir été dans l'autre côté en étant je finance ce projet-là. Et on est assez peu à avoir eu cette expérience-là, qui est une expérience extrêmement répandue aux États-Unis. Aux États-Unis, quasiment 80% des gens qui sont en private equity ont alterné entrepreneurs, private equity, parce que c'est les mêmes types de métiers. Et je pense que la France est restée dans un monde du private equity qui est un peu standardisé, qui est une compétence qui est utile, mais qui reste dans les financières, dans la perspective, mais pas dans la vraie vie de ce que vit un entrepreneur, effectivement. Tu m'as dit un truc tout à l'heure, quand on préparait un peu notre échange, tu m'as dit, je connais presque aucun VC qui a déjà immatriculé une boîte. Je pense qu'il y en a assez peu, oui. Et en c'est fait, marrant, la statistique a pas mal évolué. Je suis ça parce que ça m'intéresse. Il y a quelques années, il y avait 4% des VC qui avaient immatriculé une boîte. 4% dans le monde. C'est un peu comme quand on dit je connais pas de politiciens qui ont déjà été travaillés dans un privé, vrai métier. Exactement. Et c'est vrai, il faut être confronté à la vérité des choses pour pouvoir ensuite assesser. Ça va mieux. On va pas dire ça maintenant. Ça va mieux. Ça va mieux parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de porosité entre ces deux mondes-là. La classe d'actifs, des actifs du private equity et des actifs privés au sens large a beaucoup grossi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus après une première expérience entrepreneuriale. Donc il y a plus de porosité entre les deux mondes. On est passé à une statistique qui est meilleure, qui est plutôt autour de 20% maintenant. Je la suis, cette statistique, elle m'intéresse. Et donc tu as une vue du capital investissement forcément qui est un peu propre à ton approche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche et donc celle évidemment de Source Private Asset,
Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui, finalement, dans ton approche? Alors moi, j'ai une approche, et c'est un peu le contre-pied de ce que j'ai fait jusque-là, parce que j'avais créé une plateforme de private equity, on gérait 500 millions d'euros, et c'était une plateforme assez large. Beaucoup de mes confrères se sont beaucoup plateformisés, donc maintenant on est dans un univers où il y a beaucoup de gens, 80% des opportunités sont traitées par des grosses plateformes de private equity. L'industrie s'est beaucoup développée. Elle a fait x10, c'est une industrie financière la plus développée depuis très longtemps. Elle a fait x10 en quelques années, en termes de volume de collecte et en termes de volume d'actifs sous gestion, qui est un peu notre ADN. Moi, j'ai pris le contre-pied il y a maintenant 3 ans, en recréant une boutique. Et ce n'est pas une boutique par opposition à ce qui se fait, c'est une boutique qui va aller traiter des opportunités d'investissement qui doivent être traitées, non pas comme un produit d'investissement, mais comme un service. En fait, il faut adapter le produit d'investissement à la structure de l'entreprise. Donc en faisant ça, je reviens à l'essence même du métier tel que je l'ai appris quand j'ai commencé chez 3i, comme junior, comme tout le monde dans ce métier-là, qui était de dire, OK, on a des entrepreneurs, on a une entreprise et on a un investisseur financier. Quel est le sous-ensemble qu'on arrive à trouver entre le montage, la structuration du produit? Donc on vend du service. Et en fait, chez Source, la seule différence fondamentale, c'est qu'on n'est pas une entreprise où on vend des produits d'investissement et on les place dans des entreprises. On crée des produits d'investissement dédiés à chaque opportunité. C'est la vraie différence. Alors concrètement, qui sont tes investisseurs et quel type d'entreprise tu regardes? Alors, quel type d'entreprise on regarde aujourd'hui? On a 3 verticales. On a une verticale dans la santé. On a une équipe dédiée à la santé. On a une verticale dans l'univers de ce qu'on appelle la tech, des sujets qu'on pourra parler plus tard, et une verticale dans le sport. On parle peu de nos investisseurs, parce que c'est en général des sujets qu'on n'évoque pas. On travaille beaucoup avec des plateformes. En revanche, ce que je peux te décrire, c'est la manière dont on fonctionne dans la verticale sport, qui est devenue notre fer de lance. En fait, on a découvert une industrie du sport qui est nécessité de l'accompagnement et de la structuration. On parle de clubs sportifs professionnels, on parle d'entreprises du milieu du sport, un secteur qui est relativement délaissé par le capital investissement dans l'univers du small cap, qui a beaucoup maturé parce que les JO ont fait que, voilà, en France en particulier, et qui réclame beaucoup de perception. C'est très émotionnel d'un côté, et de l'autre côté, ça nécessite beaucoup de gestion et beaucoup de... Donc on est vraiment que les gens n'investissent pas dans le sport? Exactement, parce que c'est très émotionnel. Et donc nous, on arrive avec une approche très custom-made, ce qui est vraiment... On fait du tailor-made, en fait. Et on propose, dans cette verticale-là, on a une équipe de 5-6 personnes à des clubs de sport de les structurer, de trouver des capitaux propres, de les accompagner. Et donc, on a 4 produits. On a un produit pour que les investisseurs... pour que les supporters rentrent au capital de leur club de manière professionnelle. On peut accompagner les athlètes en termes de financement. Et au-delà de la passion, est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le sport? Oui, bien sûr. Parce que finalement, en Ligue 1, il y a un seul club qui a eu une trajectoire absolument extraordinaire, c'était Strasbourg. Moi, j'ai un copain qui avait fait partie de cette aventure. Et effectivement, avec une remontée sur plusieurs années et une revente à l'issue, je ne connais aucune autre histoire d'un club de foot avec une trajectoire type VC. On ne gagne. Alors, c'est pas du VC, c'est du private equity. Ou PI, même compatible. C'est PI compatible dans le small cap, de manière très claire. Mais c'est un peu comme le secteur des médias. Il y a peu de gens qui ont gagné de l'argent dans le secteur des médias, parce que c'est un secteur compliqué. Mais en l'occurrence, c'est pareil, si on a un expert du secteur et l'associé qui gère ça, Jean-François, connaît par cœur ce secteur, on a à identifier les quelques pépites qui nous permettent d'identifier. Donc, ça ne marche pas dans le large cap. Ligue 1, ça ne marche pas, je te confirme. En revanche, ça fonctionne très bien dans l'univers du small cap. De Ligue 3 qui passe en Ligue 2, et là, tu crées un momentum. Et tu peux le faire dans d'autres univers que le foot et le rugby qu'on voit le plus souvent. C'est le pari d'Alexandre. C'est le pari d'Alexandre Houllier à Versailles. Exactement. Exactement. On le salue. Qui est un pari compliqué, qui est un pari très compliqué, un pari industriel très compliqué. D'accord. Mais voilà, c'est typique de ce qu'on fait. Donc, on est vraiment dans une approche très tailor-made. Chez Source, on remet au centre l'humain. Et quand on a constitué d'ailleurs la boîte elle-même, les associés, on applique le principe d'Alexandre Astier à la LEC, que j'admire, qui disait, en fait, je veux pouvoir aller déjeuner et dîner et prendre des verres avec les gens avec qui je bosse toute la journée. On applique ces règles-là, on a une confiance absolue les uns avec les autres, et c'est une petite boutique avec chacun sa spécialité, et on est très complémentaires. Alors nous, on a une communauté de gens qui évidemment nous suivent avec Shares. Ouais. Donc on a des conseillers en gestion de patrimoine qui sont très actifs, des wealth managers, on a aussi des asset managers, on a aussi des entrepreneurs, on a des clients. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, si certains d'entre eux t'écoutent, ils peuvent entrer en contact avec toi pour éventuellement investir sur tes différents projets? C'est quelque chose que tu fais, tu es ouvert? Oui, aujourd'hui, on a 3... Là, on parlait effectivement de la partie gestion d'actifs. Sur la partie relation avec les investisseurs,
On a des relations avec Ouais. quelques conseillers en gestion de patrimoine. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans ce secteur depuis assez longtemps, donc je connais pas mal. On a des relations avec des family office, on a des relations avec des entrepreneurs. On a des relations avec tout un écosystème et on a des relations avec des particuliers. Parce que dans l'écosystème de Source, on a notre propre plateforme de crowdfunding qui nous appartient. Donc on opère aussi auprès des particuliers. PSFP. On est PSFP. On a aujourd'hui dans l'usine de fabrication de Source, parce qu'effectivement, le point clé, c'est de maîtriser, comme dans le luxe, il faut qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on a constitué le groupe Source, on s'est dit, en fait, pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur et de ne pas dépendre d'un opérateur extérieur, c'est d'avoir la capacité à faire tout chez nous. Et donc, on a notre CIF pour faire la distribution. On a notre société de gestion interne. Donc, on a notre propre gérant de fonds qui héberge nos véhicules d'investissement, que ce soit des SPV ou des fonds. Et on a notre propre PSFP. Donc, on a une espèce d'usine qui nous permet, en fait. Alors, c'est une petite usine. Tu as des chiffres à communiquer ou je sais pas, le nombre de collaborateurs? On a une dizaine de collaborateurs. On a une dizaine en tout. En tout, on a une dizaine. Ouais. On a 200 millions en cours. Et ça restera une petite boutique. En 3 ans, waouh. Oui, c'est pas non plus. C'est pas mal, plus. Oui, mais bon, mais ça restera cette boutique-là où on sert nos clients. En fait, on travaille le dossier un peu à l'ancienne. C'est-à-dire on traite vraiment le petit morceau du marché où il faut un peu d'expertise, il faut un peu de bouteille, il faut un peu de savoir-faire. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es pitché? Parce que j'imagine, c'est l'autre volet. Donc, il y a les gens qui investissent chez toi et puis il y a les gens qui te sollicitent pour investir chez eux. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es pitché? Souvent, je regarde la résilience. Ouais. Bon, évidemment, l'équipe. Comme tout le monde, je préfère investir sur une équipe. En tout cas, point important, on ne fait pas de VC. On est vraiment dans le small cap investisseur, dans le private equity. Je regarde souvent l'équipe. C'est la clé. Et le projet. Et ce que j'ai souvent, c'est la capacité qu'a l'équipe à écouter et entendre. C'est pas tout à fait la même chose. On passe beaucoup de temps. On sent les mauvaises expériences là, non? Oui, si, bien sûr, on apprend. Moi, j'ai dû faire 200 investissements ou 250 investissements dans ma vie, donc forcément, on a. T'as eu des têtes dures, quoi. J'ai eu des têtes dures, mais il y a des gens à qui je m'entendais pas du tout, mais dont je savais humainement. Et c'est ce qu'il faut séparer. Il faut séparer le biais social perso, son biais perso, et puis l'analyse qu'on a de la personnalité de la personne. Il y a plein de gens à qui je m'entendais pas, mais j'avais mesuré leur capacité à écouter, à entendre et à co-construire le projet qu'ils avaient envie de développer. Et d'autres à l'inverse, où on écoute plutôt son biais personnel parce qu'on trouve que le mec est sympa. Et en fin de compte, on se rend compte qu'en réalité, il est beau être sympa, on n'est pas dans une relation de co-construction. Donc le point clé est là. C'est la capacité que l'entrepreneur a à se dire, OK, j'ai un associé à côté de moi avec qui je peux vraiment échanger et qui dit la vérité. Et on se dit la vérité. Ouais. C'est ça la clé, elle est là. Ce qui convient pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, qui n'ont pas envie de cette relation, qui veulent soit de l'argent, soit des compétences, mais qui n'ont pas envie de co-construire avec eux. C'est quoi donc le pire défaut qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise peut avoir et que tu as pu observer dans tes 1000 vies? Il n'y a pas de défaut. Les gens sont. Je pense que le pire défaut, c'est probablement de ne pas être à l'écoute. Des signaux faibles. Il y a beaucoup de signaux faibles. Et surtout, les signaux faibles se mesurent dans la durée. Moi, ma vraie vision de l'investissement, c'est que investir, c'est facile. Parce qu'on se fait plaisir en disant j'ai mis de l'argent dans tel projet, c'est super, on fait un joli communiqué LinkedIn, etc. Mais par contre, on a juste oublié qu'il faut tenir la rampe pendant 5 ans. Ouais. Et qu'au bout de 5 ans, il faut aller récupérer l'argent. Il faut le rendre à ses investisseurs. Et qu'en réalité, ce n'est pas la photo qui est importante, c'est le film. Bien sûr. Et que le vrai métier, c'est pas d'investir, c'est de gérer, c'est de créer de la valeur, accompagnement. Ouais. Et on parle de gros multiples. C'est qu'on parle d'aller chercher 2,5, 3 fois la mise à minima. Donc c'est un vrai challenge. Target, c'est la target. Sur 5 ans? Oui. 3x 5 ans. Mon track, alors ça réclame d'aller chercher du coup des projets qui sont un peu en dehors des clous, parce qu'il faut aller chercher cette performance-là. Ça réclame beaucoup d'investissement personnel aux côtés des dirigeants. Il y a une étude qui est sortie récemment qui effectivement montre que c'est Ben qui a sorti cette étude, qu'en réalité, on appelle ça chercher de l'alpha dans nos métiers. Ouais, aller chercher de l'alpha, c'était facile jusque-là. Parce que le marché était assez restreint. On n'achetait pas cher, donc quand on n'achetait pas cher... Ça fait quoi un TRI à quoi? 20% à peu près? C'était entre 20 et 25%. Oui, 25. Ouais. Et mon track est à 25,6% précisément sur 10 ans. Waouh, bravo. Alors dedans, il y a c'est extrêmement volatile. Hein. Ah, bien sûr. Oui, mais bon, celui qui te suit depuis 10 ans, en tout cas... Celui qui a fait la même chose que moi pendant 10 ans, il a fait 25%, tout à fait. D'accord. Ouais.
C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais en l'occurrence, c'est beaucoup de travail parce qu'effectivement, il faut aller chercher la performance dans la durée. Et moi, je mesure la performance de mes équipes et des gens à qui on travaille, non pas sur le fait qu'ils investissent, donc pas se batailler sur une opportunité, mais sur le fait d'être capable de dire, OK, j'accompagne le projet et je sais créer de la valeur dans la durée. Tu dis, et tu décris souvent Source Private Asset comme une boutique de luxe. Pourquoi de luxe? Parce qu'aujourd'hui, le luxe, c'est l'humain. Je pense dans notre métier à nous, qui est un métier qui est devenu très industrialisé, avec effectivement cette hype pour les entrepreneurs, cette hype pour les VC. Alors, c'est moins le cas dans le private equity, c'est moins sexy le private equity. On parle de PME, c'est moins. Là, ça devient. C'est redevenu la mode. troisième classe d'actifs en ce moment. C'est redevenu la mode. On a réinventé le depuis 21-22, où quand même le VC a pris un coup, et les valos stratosphériques, on est revenu à une norme. Je trouve que le PI, moi, ça, au contraire, redevient une espèce de valeur refuge. Classe d'actifs rassurante. Tout le monde on redécouvre, en fait, la mode est passée effectivement sur le VC. On redécouvre le private equity. Mais les valos convergent. C'est qu'il y avait avant un décalage. Oui. Et peut-être tu peux expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, il y avait un décalage entre les boîtes qui étaient backées par des PI et celles qui levaient des fonds auprès des VC. C'est-à-dire que les multiples d'ARR, la recherche des EBITDA, on était sur des décalages fous. Tu avais des licornes d'un côté qui faisaient 20 millions de chiffre d'affaires, et puis de l'autre côté, des boîtes de PI qui faisaient 100 millions, qui étaient valorisées, je sais pas, 200, 250 millions. Et donc, c'était assez intéressant d'observer. Donc, peut-être tu peux expliquer vraiment VC versus PI. Comment tu vois ce marché? Le VC intervient très tôt dans le processus d'investissement, c'est-à-dire qu'il finance un risque avec un équilibre risque-reward qui est très élevé. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une chance sur 1000 de faire 10 000 fois la mise. Je grossis volontairement le trait. Et le PI est exactement l'inverse en termes de risque-reward. On va s'assurer que l'actif lui-même est autoporteur. Donc la société en fait est rentable, donc elle n'est pas à risque entre guillemets. On va essayer de la structurer, on va lui faire passer un cap et on essaie d'avoir 9 chances sur 10 de faire 3 fois la mise. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'il y a des investisseurs qui sont faits pour le VC, des investisseurs qui sont faits pour le PI. Et quand je dis investisseurs, des souscripteurs. En termes de... Moi, de mon expérience, je parle de mes souscripteurs, un de mes clients, c'est extrêmement variable. Je donne toujours l'exemple d'un entrepreneur que j'aime beaucoup, que j'ai accompagné, qui a fait fortune en vendant une entreprise dans le private equity et qui est devenu riche à centaines de millions d'euros. Il avait investi un jour 30 000 euros dans une start-up et ça le rendait malade, ça l'empêchait de dormir. Alors qu'il avait 70 millions d'euros sur son compte en banque. C'est la gestion du risque. C'est la gestion. Et en fait, c'est un sujet extrêmement personnel. C'est un ticket de loto. Je pense que c'est un sujet extrêmement personnel. Il y a des gens qui en fait, sont pas à l'aise avec le risk-reward très élevé et d'autres qui sont très à l'aise avec ça. Et que j'ai lu des études sociologiques sur le sujet. Ouais. C'est lié à sa vie perso, à son histoire, etc. Donc c'est vraiment un risque, c'est vraiment complètement personnel. Il n'y a pas de règle. Alors, il y a un autre sujet, moi, qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est que en fait, tu as été un des pionniers à faire appel, à avoir recours à de la tech dans justement l'identification d'un profil d'investisseur. Est-ce que tu peux nous en parler? Je crois que c'était du machine learning en fait, mais est-ce que tu peux nous décrire? C'était effectivement du machine learning. Après, c'était une de mes aventures entrepreneuriales. J'avais monté un site qui s'appelait mieuxplacé.com à l'époque. Mieuxplacé.com, ah oui, c'est connu ça. Voilà, c'est moi qui l'avais monté. Et donc, on avait pour objectif, alors, exactement comme on le disait tout à l'heure, qui était d'essayer d'identifier ce qui était fait pour un produit par un autre. L'enjeu, il est là, en fait. L'enjeu est très humain. Et donc, on avait mis en place du machine learning qui nous permettait à l'époque, c'était avant l'IA, qui nous permettait à l'époque d'essayer de mieux qualifier chaque investisseur particulier et essayer de savoir s'il était fait pour faire du VC, du private equity, de l'assurance vie, différents types de produits. Donc, en fait, tu avais un utilisateur qui répondait à des questions et qui était dirigé vers son profil de risque. C'est ça, de manière automatisée. C'était une préqualification qui permettait aux conseillers en gestion de patrimoine de préclassifier leurs clients. Donc tu vendais cette prestation au CGP? Au départ, on l'a fait en B2C. On l'a fait en B2C pour récupérer de la donnée. Parce qu'en fait, il faut faire apprendre la machine learning. Et une fois qu'on a fait ça, on a été voir les CGP en disant, messieurs, voilà, on a une offre à vous proposer qui est un système de préqualification qui vous aide à mieux qualifier vos propres clients. Ouais, donc là, machine learning, c'est l'ancêtre de l'IA. L'IA, c'est absolument partout en ce moment. Les gens ne parlent que de ça. On va en dire un mot. Et est-ce que tu penses que ton métier, aujourd'hui, il est appelé à vraiment se transformer complètement avec l'IA?
Autrement dit, est-ce que demain, tu as une opportunité d'investissement, tu la donnes à Claude, à Gemini, à ChatGPT ou à Mistral, et tu laisses tourner la machine et il te dit vas-y ou n'y va pas. Est-ce que c'est ça le futur du capital risque? Alors oui et non. Et la réponse est plutôt non, en fait. Sur la partie préalable, oui, puisqu'effectivement, l'IA permet aujourd'hui d'accélérer toute la partie analytique. Donc la partie conseil, qui est l'analyse qu'on fait d'un dossier de manière très froide, très technique, sur les chiffres, sur son marché, etc., ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est une certitude. Tu l'utilises aujourd'hui? Je l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai automatisé l'ensemble des tâches de chez moi, chez Source. On a automatisé une partie de ces tâches-là. Et on utilise l'IA au quotidien pour valider un certain nombre d'hypothèses et construire des business plans. En revanche, le facteur humain qu'on évoquait tout à l'heure, c'est inindustrialisable. Ça ne marchera pas. Bien sûr. Et le facteur humain qui est ce fit humain, un peu comme, je dis souvent, s'associer en investissant dans une entreprise, c'est se marier pendant 5 ans, en connaissant les clauses de divorce, puisqu'on s'en va au bout de 5 ans. Et donc, quand on se marie, forcément, il y a la phase de... Il y a la drague, on l'emmène au resto, on se fiance, on s'engueule. Enfin, il y a tout ce cycle-là, qui est un cycle très humain. Et ça, c'est impossible à reproduire par une machine. Donc, c'est très utile pour accélérer les processus décisionnels. Ouais, ça nous permet de faire à 10 ce qu'on ferait probablement à 20 ou à 30 dans un autre monde. Ça nous permet... Mais par contre, ça a un défaut. C'est pour ça que je suis très méfiant aussi de ce qui sort, c'est que c'est très uniformisé. Tu prends un dossier, tu le donnes à 3 investisseurs potentiels qui utilisent tous Claude. Ils vont tous avoir la même réponse. Ouais, exactement. Et tu touches du doigt la notion de service. Si tu es dans une plateforme, tu le fais de cette manière-là. Ouais. Si j'étais chez Source, nous on dit OK, il y a ça, et il y a notre feeling aussi. Ouais. Donc on va voir les boîtes, on va voir les usines, on va voir les dirigeants, on construit la relation avec eux. Et du coup, on arrive à percevoir des signaux faibles que l'IA ne perçoit pas. Donc l'IA, en fait, ça devient un partenaire, ça devient comme un autre employé de Source qui fait des analyses très très vite de dossiers. Donc tu lui confies éventuellement de l'analyse de dossier, du traitement aussi d'inbound. C'est de l'inbound, c'est du traitement technique, ouais. C'est de l'accélération du traitement technique. Et puis après, les prises de décision, c'est de l'humain, c'est de la sensibilité, c'est du sensible. Et ça, c'est pour, tu penses, les prochaines années toujours viable. Comment tu vois évoluer le métier du capital investissement dans les 5-10 prochaines années? Parce que là, tu parles de l'IA telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et puis évidemment, ça a appelé à évoluer. Donc, est-ce que tu as déjà une petite idée de combien ton métier va se transformer? Alors, je pense que le métier va s'industrialiser autour de ces trucs-là. D'ailleurs, de ces métiers, de cette utilisation de l'IA, beaucoup de mes confrères utilisent déjà l'IA de cette manière-là, en fait, aujourd'hui. On a beaucoup dit que ça allait remplacer ce qu'on appelle les juniors. En fait, c'est pas du tout le cas. En réalité, on a toujours besoin d'humains dans cette disposition-là. Donc, tu recrutes en ce moment? Oui, on recrute. Si vous entendez, voilà. On laissera son email, envoyez les CV. Il y a un site internet, il peut y aller. Et donc oui, on va vers l'automatisation de beaucoup de tâches internes. Tout ce qui ne se voit pas, en fait, beaucoup va être traité par l'IA. Tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui est reporting, opération, reporting aux investisseurs, tout le middle office. Tous ces trucs-là vont être traités par de l'IA. Tout ce qui est data va être traité par de l'IA. Parce que nous, on consolide beaucoup de data sur les entreprises pour mesurer nos impacts en termes de recrutement, en termes de tout ce qui est sociétaux et impact, c'est une des cultures de l'entreprise. Mais demain, il n'y a pas de transformation fondamentale, je pense, de notre métier, qui restera un métier éminemment humain. Parce qu'en fait, on fait des choix. Ouais. Le métier d'investisseur, c'est faire des choix. Bon ou mauvais, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est de faire des choix. Donc, c'est un métier de conviction. Donc, on croit à un projet, on croit à une équipe, on y va, on accompagne. Et c'est l'antithèse du spread and pray. C'est l'antithèse du je mets de l'argent partout et je vois ce qui tombe. On choisit ces projets, on en finance peut-être 5 par an. Ouais. Quand on les choisit, on les accompagne, on les choisit et on fait en sorte qu'ils grossissent le plus vite possible avec nous. Donc il y a un truc qui t'anime, d'ailleurs depuis un certain temps, c'est de démocratiser l'investissement. C'est un point commun d'ailleurs qu'on a, de démocratiser l'investissement, c'est-à-dire de rendre des classes d'actifs, de rendre des typologies d'investissement, de rendre même le concept d'investir plus démocratisé et accessible. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Démocratiser quoi et à qui? Et pourquoi? Un peu nous expliquer un peu ce qui t'anime. J'ai découvert un peu sur le tard, il y a une quinzaine d'années maintenant, le fait qu'effectivement, les investisseurs dans leurs différentes classes d'actifs, quand on les range par rapport à ce que veut l'autorité des marchés financiers, n'avaient pas les mêmes chances de performance. C'est-à-dire qu'un investisseur institutionnel n'avait pas la même chance de performance qu'un investisseur individuel. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, à l'époque, je gérais des FIP, j'avais récupéré en catastrophe des FIP FCPI que je gérais, donc ce n'était pas mes investisseurs. Et j'ai pris conscience du fait que c'était les gens qui étaient
dont on n'avait pas mesuré leur appétence au risque, Ouais, dont on bien parlait sûr. tout à l'heure, dont on avait promis des choses qui n'étaient pas délivrables et qui étaient surchargées en termes de frais, ce qui était un vrai sujet à l'époque. Donc partant de ce constat-là, j'ai beaucoup milité pour faire en sorte de donner un accès à peu près équivalent au même type d'actifs et au même type de performance. Ce qui est assez complexe dans une univers réglementé. Ça fait partie des sujets de source. C'est pour ça qu'on a notre plateforme de crowdfunding à nous. Donc, Et en donc, gros, Madame Michu, Puisse accès à un en deal de fait, private equity elle à est côté de aujourd'hui exposée à moins d'opportunités Oui. et donc moins de performances que, évidemment, des instituts. Tout à fait. Parce que Madame Michu, malheureusement, n'a pas la chance d'avoir accès à l'opportunité qui est Et ça, pilotée c'est la par faute à qui? Rothschild. C'est la faute au marché. C'est la la faute à distribution? personne. Non, c'est la faute à personne. C'est le marché structuré comme ça. Enfin, il était structuré comme ça. La démocratisation du private equity auquel on a assisté depuis quelques années et l'arrivée du crowdfunding a beaucoup ouvert la culture des gens. Et je pense que c'est la faute à personne. C'est le marché structuré comme ça. C'est la faute à la connaissance de ce qu'est le private equity auprès des particuliers. Donc, c'est un problème l'éducation. d'éducation financière. L'éducation financière aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, on a une notion qui est très partielle de ce qu'est le capital investissement. Aujourd'hui, tu poses la question à n'importe qui dans la rue, il ne sait pas calculer un taux actuariel. Ouais. Un taux actuariel composé, c'est son emprunt bancaire pour acheter son appartement. Il ne sait pas calculer. Donc, on n'a pas d'éducation financière en France. Donc, la source vient de là. La source vient de là. Et du coup, il y a une confusion beaucoup, dont on parlait tout à l'heure, entre est-ce que j'investis, est-ce que mon acte de création de valeur, c'est l'investissement ou c'est le fait de récupérer. Donc, les gens regardent la photo plutôt que le film, toujours pareil. Ils disent, ah ben c'est super, j'ai investi dans une boîte. Ils oublient juste que quand ils ont investi, c'est le début des problèmes. Est-ce que c'est pas pour tout le monde, au final, d'investir? Non, c'est pas pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas le faire? Et je pense qu'il y a des gens qui ne devraient pas le faire, tout à fait. Et Qu'est-ce moi, j'ai empêché beaucoup de gens de le faire. Ouais. Parce que illiquide, parce que risqué? Parce que trop âgé. Je recevais des investisseurs qui disaient, moi j'ai 70 ans, je veux investir. J'ai dit, mais monsieur, je suis désolé, vous avez 70 ans. Pardon, mais... Non, ça peut être pour les enfants, ça peut être c'est- pour les petits-enfants. Oui, mais c'est pas son projet. Son projet, qu'il voulait vraiment investir. Et je lui dis, bah non, en fait, je refuse votre bulletin de souscription. Parce que je m'interdisais d'enfermer un investisseur non éduqué dans un projet d'investissement de 10 ans à 70 ans. Ça marche pas. Donc, c'est vraiment une question de perception. L'utilité du monde des conseillers en gestion de patrimoine, pour ça, est très utile. Pour Eux accompagner, qualifient. bien Bah oui, sûr, ils accompagnent, bien ils sûr. qualifient, ils vérifient. C'est extrêmement utile. Mais le point clé, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a une hype en ce moment aussi dans le private asset qui est les SPV sur des sociétés un peu late stage, voire parfois, et là on l'a vu récemment avec la nouvelle aventure de Yann Lequin, parfois early stage aussi. Très early stage. Et en fait, tu vois des SPV qui se montent de tous les côtés. Moi, je trouve que c'est à la fois génial parce que tu peux rentrer dans Anthropic, dans Revolut, etc. Donc, c'est génial et on est en plein dans le thème de la démocratisation d'une classe d'actifs qui n'est pas tellement mainstream. Et en même temps, c'est vrai qu'on se dit, mais alors, je suis dans quoi? C'est quoi un SPV? Il y a des frais, etc. Est-ce que c'est un marché déjà où tu opères? Et si oui, est-ce que tu peux nous faire un petit peu Alors, c'est pareil, c'est un sujet. On est dans un univers qui est extrêmement technique, puisque, alors je vais rentrer un peu dans les détails techniques, on est un peu obligé. Lorsqu'on est dans un SPV secondaire, donc on rachète des titres, on ne met pas l'argent dans l'entreprise, en fait, on la rachète des investisseurs qui sont sortants. Ça dépend de la nature des titres. Aujourd'hui, dans la structuration d'un projet d'investissement, il y a plusieurs couches de types d'actions. Et ces types d'actions ont des droits particuliers. Donc, pour faire extrêmement simple, extrêmement binaire, si l'entreprise vaut 2 milliards d'euros et qu'il y a 1 milliard d'euros qui a été investi avant, si vous rachetez des parts, vous pouvez vous retrouver derrière ce milliard d'euros. Donc, il faut servir 1 milliard d'euros avant que vous touchiez au premier euro. L'enjeu aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement complexe. C'est que souvent, il y a plein de gens qui le font de manière Parce très que les professionnelle. actions qui sont achetées en secondaire, elles ne sont pas des actions dites de préférence souvent. Exactement. Donc souvent, il faut être vigilant parce qu'on peut être à ce moment-là. C'est ce que j'évoquais à l'instant. Effectivement, il faut être extrêmement vigilant et donc il faut être accompagné par des professionnels. Et donc effectivement, fleurissent un peu partout des opportunités de ce type-là. C'est une excellente nouvelle parce que ça crée de la liquidité, ça crée du mouvement, ça éduque les gens. Mais à nouveau, c'est pas l'investissement qu'on fait sa performance, c'est à la sortie. Donc, il faut être liquide et trouver une sortie. Or, si on est très loin dans ce qu'on appelle la table de capitalisation, on est très loin derrière la performance, et si ça se passe pas mal, on est sûr de perdre sa mise. Donc soit tu le fais pas, ça? Si on le fait, Vous le faites. on le fait, mais en s'assurant, que l'investisseur qui y va ait bien connaissance, deux, que le niveau dans lequel on se retrouve dans un cap table est acceptable pour nous, et on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait de cette manière-là? Parce qu'on investit notre propre argent dans les projets avec les gens qui viennent chez nous. D'accord. Donc moi, en tant que professionnel, ça fait 30 ans que je fais ce métier, si je ne suis pas convaincu de ce que je fais pour mon propre argent, je ne vais pas le vendre à d'autres. Donc pour moi, un des critères clés, c'est de dire, OK, si on vous propose ce genre de dossier, c'est est-ce que tu mets ton argent pari passu avec moi?
Ouais. Et combien tu mets avec moi dans ce projet. C'est la clé, elle est là. Très clair. SpaceX, tu y serais allé? SpaceX, c'est assez fou, mais on a proposé des SpaceX. Bah, je sais, il y a eu il y a quelques mois, il y Il avait y a eu une opération de secondaire sur Ouais. SpaceX et on n'y est pas été. Pourquoi? Parce que la création de valeur, je pense qu'on est quasiment au maximum de la création de valeur. Revolut. La courbe. Revolut, on a regardé aussi, mais j'ai pas été suffisamment loin dans le projet pour te dire si j'y aurais été ou pas. On m'a proposé, mais j'ai pas regardé. La valo de Revolut, qui est un secteur qu'on connaît bien, elle est assez extraordinaire parce qu'on a une valo qui a plus de 77 milliards. Je crois qu'il y a des discussions pour des SPV à des valos, même à des valos, plus élevés, des valeurs encore plus importantes. Effectivement, là, on mise sur le futur parce que quand on compare, la Société Générale, ça vaut un peu plus de 50 maintenant. BNP, je crois que c'est 90. Ça a les ordres de grandeur. Donc, effectivement, c'est assez dingue ce qui se passe. Et en même temps, la trajectoire de la boîte est dingue. Mais et l'enjeu, c'est à quel endroit on situe la dérivée de la courbe. C'est ça. C'est où on se situe. Et des gens qui sont prêts à situer bas pour prendre le risque. Ouais. Et à un moment, on arrive haut. Mais il y a aussi des opportunités qu'on voit passer, qu'on regarde, qu'on travaille aujourd'hui dans les univers de grosses boîtes de tech, par intermédiaire d'un de nos associés aux États-Unis, où on est effectivement à ces fameux paliers. Ouais. Mais ça réclame en fait ni plus ni moins que le travail d'un investisseur traditionnel. En fait, c'est pas une opportunité de dire j'achète du papier. C'est de dire ok, on va analyser la boîte, on fait les due deals, on vérifie que. Et effectivement, les éléments de marché nous prouvent que oui, on est à une inflexion. Et on se dit, si on rentre à une valo, je dis une bêtise, de 10 milliards, on est relativement serein sur le fait que ça vaudra 20 milliards dans 2 ans. Mais il faut en être certain. Donc, il faut faire le travail. Est-ce que tu peux nous partager un deal que tu as raté? C'est-à-dire au sens, tu aurais aimé le faire ou rétrospectivement, tu as dit non, mais tu as déconné et auquel tu penses encore aujourd'hui avec un peu de j'ai aucun regret. nostalgie et de regret? Aucun. J'ai aucun regret sur les choix que j'ai faits. Il y a eu une grande mode à un moment où les gens se faisaient leur anti-portfolio, c'est les deals que j'ai ratés, etc. Mode un peu hype. Je trouve, ok, c'est fine, c'est du marketing. Mais en fait, encore une fois, je fais un métier de conviction. Tu as bien dû rater quelques gros coups, quoi. J'ai raté des gros coups, mais je les ai ratés en conscience. Ouais. Je les ai ratés parce que... Tu referais le même choix, quoi. Et aujourd'hui, je ferais exactement le même choix dans les mêmes conditions. Ça plaît pas, mais en tout cas, je fais un métier de conviction. Donc, je ne le fais que pour moi. Ouais. Donc, en l'occurrence, et en plus, encore une fois, là aujourd'hui, quand on fait les opérations, on met notre argent avec, perso. Donc, on se met dans une position de se dire, ok, skin in the game, on dit. Exactement. Et c'est pas du caride, hein. C'est dans les mêmes conditions que l'investisseur à qui on propose l'opération. Donc, on est dans une position de se dire, ok, je veux absolument que le succès soit là. Et les gros coups que tu n'as pas ratés? Les gros coups que je n'ai pas ratés, absolument sublimes. J'ai eu la chance d'accompagner un entrepreneur absolument brillant qui s'appelle Michel Laroche, qui est un truc que tout le monde a dans son placard, qui s'appelle les pommes potes. Ah ouais. Et donc, j'ai participé à l'aventure Materne Mont-Blanc et j'ai fait les 4 LBO. Enfin, j'ai participé financièrement aux 4 LBO qui ont accompagné Pommes Potes avant que ce soit vendu à Bell. Donc, au Bell. Ça, c'est une très belle mes filles te remercient. Quand on est sorti, j'ai eu mon poids en Pommes Potes. Ouais. Donc, non, ça, c'est une belle opération. J'ai eu quelques boîtes de tech qui étaient aussi des belles opérations. Mon univers reste vraiment un univers de la PME de croissance. Donc, il y a beaucoup d'entreprises que personne ne connaît. Des CIS, plein d'entreprises qui sont financées par le private equity que personne ne connaît. Mais la marque que je cite souvent, c'est quand même Materne Mont-Blanc. Quand même une invention incroyable d'un entrepreneur incroyable qui est parti d'une petite marque. Il a racheté les crèmes Mont-Blanc et qui a fait un groupe industriel absolument fou aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment une belle aventure. Comment tu vois la suite pour toi, pour le capital investissement? C'est quoi les 5-10 prochaines années, ta trajectoire et au sein de cet écosystème, cet environnement? Moi, trajectoire, alors on a une chance dans ce métier, c'est que plus tu es vieux, plus tu es bankable. Donc j'ai encore 10 ans devant moi pour reconstruire proprement et sereinement private source, private assets. L'idée, c'est pas de grossir de manière démesurée. Il y a une grosse course à la taille des plateformes d'investissement, qui est une bonne manière d'optimiser les coûts, mais donc d'industrialiser. Donc c'est pas le positionnement de source. Donc moi, je veux rester dans cet univers où on a un accès à ses associés, à ses investisseurs, où il y a une proximité, cette notion de communauté. Il y a aujourd'hui des opportunités qui se font jour sur le marché, parce que le marché de l'investissement est un marché qui se porte, je parle des sociétés de gestion, qui est compliqué.
Non, qui est très compliqué. Ah ouais. Donc, Blue, le patron de pas de Blue, je me suis quel gros asset management, Blue, je crois, a annoncé qu'il y aurait deux fois moins de sociétés de gestion en Europe. Parce que quoi les frais parce réduisent. Que les frais se réduisent, parce que les statistiques sont assez folles. Hein. Aujourd'hui, tu parlais de SPV. Le SPV était une anomalie structurelle du marché il y a maintenant 10 ans. C'est 25% des opportunités aux États-Unis aujourd'hui. Les gens investissent plus dans des fonds, ils investissent dans des deal by deal. Deal by deal, du coup, tu n'as plus de logique recurring business. Tu as un changement de culture fort avec l'arrivée de l'IA, le changement de gouvernance. La manière dont on aborde les projets aujourd'hui n'est plus celle dont on l'abordait à l'époque. Donc, il y a les changements culturels forts. Les attentes des investisseurs eux-mêmes ont changé. Ce n'est pas les mêmes investisseurs. Donc, voilà, il y a ce changement-là. Il y a plein de gens qui ont pas envie d'accompagner ce changement-là parce qu'il est extrêmement brutal. Ils ont appris à faire le métier d'une manière. Et donc, il y a. Donc, ça va devenir dur d'avoir quelques centaines de millions sous gestion seulement. Oui, ça devient compliqué, sauf à se mettre en mode. Big or nothing, quoi. Exactement. C'est big or nothing où tu adoptes un positionnement comme le nôtre, qui est volontairement de boutique en disant mais je veux rester petit. Ouais. Et tu fais du deal by deal, tu fais des petits fonds, tu fais des petits véhicules, tu fais du custom made. Comment ça marche ? Tu as moins de frais, plus de frais, les mêmes frais. Tu as exactement la même chose. La seule différence, c'est que tu es capable de justifier du service pour lequel tu t'es payé. D'accord. Et de la création de valeur. Donc, tu indexes beaucoup plus ta rémunération sur la création de valeur. Tes frais de gestion sont inférieurs. Tu mets ton argent au travail en même temps qu'eux. Donc, tu as une espèce de notion d'alignement de plus en plus fort. Donc, tu peux rester petit, mais il faut être très aligné avec la création de valeur et tes investisseurs. Donc le marché va être plus compliqué pour le small cap, qui est mon univers à moi. L'univers du large cap va très bien, les gros deals, les grosses plateformes vont très bien et je pense que ça continue à se consolider. Mais je pense qu'on va vivre là, avec les crises successives qu'on voit aujourd'hui arriver, on va vivre là, alors un retour aux fondamentaux, tu le disais, hein, les PME sont redevenus à la mode. On revoit fleurir des clubs de board members. Enfin, on réinvente ce qui avait été inventé. Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression de revivre le cycle d'il y a 10 ans. Exactement, c'est l'espèce de. Sûr. Et de l'autre côté, on est face à un marché qui va se restructurer. Donc, moi, ma seule inquiétude vient du financement des entreprises dans les territoires. Parce que ce capital investissement qui va s'offrir dans les prochaines années, qui va être moins servi, c'est de l'argent en moins qui va irriguer les territoires, qui est moi mon univers à moi depuis 30 ans. Hein, c'est les territoires, Dom-Tom Non, les territoires, on appelle les territoires, les régions. Oui, les régions, d'accord. Les régions françaises. Parce qu'en fait, la PME d'Angoulême, il faut aller la voir, elle fait 7 millions de chiffre d'affaires, il faut la faire vivre. Elle était accompagnée par des fonds régionaux. Il y aura moins d'argent dans cet univers-là, donc il y a forcément un risque autour de ça. Mais moi, je pars du principe qu'il y aura du coup deux types de mondes. Il y aura un monde on n'est pas les seuls à faire ça, hein, heureusement. Il y aura un monde de petites boutiques spécialisées. Il y aura BlackRock. Et il y aura des Tikeo, des BlackRock, des Euraseo, pour reprendre des Français si tu veux, mais il y aura BlackRock, effectivement, des on aime KKR. Beaucoup, on travaille beaucoup avec eux, mais dans le sens qu'il y a des niveaux d'encours. C'est des mastodontes de gestion d'actifs. Et qu'il y aura malheureusement beaucoup moins de choses entre les deux. Ouais. Donc ça réclame une culture d'entrepreneur. Parce qu'il faut se réadapter, il faut pivoter. Bien sûr. On arrive un petit peu vers la fin de ce podcast. Oui ? Toi, tu seras sur mon profil, tout va bien. Ouais. C'est bon ? Bon, on arrive du coup gentiment vers la fin un peu de notre échange. Une question moi, que j'aime bien toujours poser, surtout à quelqu'un qui a comme toi eu plein de vie et fait plein de choses. Est-ce qu'il y a une chose en particulier dont tu es assez fier, un accomplissement, une décision, un move que tu as fait au cours de ces 20-25 dernières années que tu veux nous partager ? Je crois que oui. Là, tu vois, t'en perds ton... J'en perds. Non, il y a quelque chose qui m'a effectivement satisfait, c'est que lorsque j'ai récupéré les fonds, à l'époque d'un fonds qui s'appelait OTC. Pardon, faudrait que tu coupes. On va recommencer. J'avais les travers. Ah ok, all good. Prends ton temps, c'est bon ? C'est bon. Alors il y a un autre... Attends. Donc on arrive un petit peu à la fin de notre échange. Donc il y a une question que j'aime bien poser, que j'aimerais te poser, surtout au regard des différentes vies, des différentes carrières et projets que tu as conduits. Est-ce qu'il y a une décision, un move, un choix dont tu es particulièrement fier et que tu aimerais un petit peu nous partager ?
Ouais, je crois que le choix le plus important pour moi, c'était effectivement, on en parlait au début de ce podcast, c'était de se dire que les costumes qu'on me proposait d'adopter me convenaient pas. Pardon, je suis désolé. Faut que tu recommences une deuxième fois. T'inquiète. T'inquiète. Alors, on arrive gentiment vers la fin de notre échange. Ah, c'est ta fois. Chacun son tour. Chacun son tour. Alors, on arrive gentiment vers la fin de notre échange et on aimerait qu'il dure plus longtemps, mais le temps est limité. Du coup, j'aimerais te poser une question que j'aime bien poser. Tu as une carrière qui est passionnante, tu as fait plein de trucs. Est-ce que tu peux nous parler d'une chose, d'une décision, d'un move dont tu es particulièrement fier et qui est un peu structurant au regard de ton parcours? Alors, il y en a deux, si je peux me permettre. La première, c'est d'avoir toujours fait le choix de fabriquer mes propres costumes. C'est-à-dire que toute ma vie, au départ, c'était plutôt un réflexe, hein, d'ailleurs, c'était assez étonnant. Hein. Quand j'avais 19 ans, c'était vraiment pour sortir de là où j'étais. Et après, j'ai fait vraiment le choix systématiquement de choisir des choses qui n'étaient pas dans le mainstream et d'essayer de changer. J'ai essayé d'innover le plus possible dans un secteur du capital investissement qui a été assez frileux à l'innovation. J'étais dans les fintech, tu en parlais tout à l'heure, relativement tôt. Donc j'ai essayé systématiquement de prendre un chemin de traverse pour cultiver un peu ma différence. Je ne suis pas du sérail à la base, hein. Je suis un peu un animal un peu particulier dans un secteur qui est assez standardisé. J'ai toujours cultivé ça. Et donc ça, c'est mon choix de vie professionnelle. C'est-à-dire, je veux prendre mon propre destin en main et construire à chaque fois un projet qui me corresponde à moi et pas forcément de la manière dont on m'attend. Le meilleur exemple, lorsque j'ai quitté Apax pour rejoindre Agregator avec Tad, Marc et Thierry, et que Monique Cohen, qui était à l'époque ma patronne chez Apax, on est chez Apax Partners, quand même, un gros fonds, qui me dit mais Guillaume Olivier, qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? Donc il y a ces choix-là. Tu es fier d'avoir pris ce risque? Oui, et j'ai pris un risque qui était un risque personnel, qui n'était pas un risque en fait, qui était une vraie conviction sur le fait que je me sentais pas bien dans le costume qu'on proposait d'endosser. Et de manière systématique, dans tous mes choix de vie, de vie professionnelle, je suis resté dans ce rôle d'aller chercher le petit truc en plus qui permettait d'aller chercher ce chemin de crête ou cette origine. Donc j'ai toujours été doué pour les situations particulières. Donc lorsque ça fait un. Et la deuxième? Et le deuxième, c'était lorsque j'ai repris et j'allais venir les fonds d'OTC qui étaient en déshérence. C'est des fonds, j'ai récupéré 360 millions d'euros, j'avais 70 000 investisseurs. Wow. 5 000 distributeurs qui étaient qui étaient relativement mal gérés. Pardon, 55 000, je m'exprimais, c'était 70 000, c'était une fine. 55 000 investisseurs, où on a travaillé sur le portefeuille pour aller chercher de la liquidité, pour rendre l'argent aux épargnants. C'est des particuliers qui étaient derrière tout cet argent. Donc c'était et alors, mission accomplie? J'ai renvoyé l'année d'après quasiment 50 millions d'euros. Et donc là, j'étais extrêmement fier de recevoir des mots de gens qui me disaient « Merci d'avoir rendu l'argent ». Et je dis « Là, j'ai fait mon taf ». J'ai été chercher l'argent était investi. Il fallait récupérer l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc l'équipe, j'étais heureusement pas seul, on était une vingtaine, avait fait son boulot qui était de récupérer l'argent et de le rendre aux investisseurs. Donc ça, c'est une fierté. Et ce n'était pas d'investisseurs comme n'importe qui. C'était des investisseurs qui avaient mis une partie de leurs économies. Ouais. C'était des particuliers. Donc on reçoit une courrier d'une dame qui vous dit « Ah moi, je pensais avoir perdu cet argent, vous me l'avez renvoyé. » Voilà. Là, tu dis « T'as bien fait ton taf. » Guillaume Olivier Doré, donc l'homme qui renvoie l'argent. L'homme qui renvoie l'argent, ce sera le titre. Ça sera le titre du podcast. L'homme qui renvoie l'argent. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Benjamin de m'avoir invité, c'était très sympa. C'était super. Et pour ceux qui veulent te suivre ou qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, finalement, quel est le meilleur endroit pour te retrouver? LinkedIn. Donc LinkedIn. Pour le fondateur ou cofondateur de Viadeo, ça fait mal, mais bon. C'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Donc on te retrouve sur LinkedIn, on peut t'ajouter, t'envoyer des messages, et puis sinon sur le site qu'on mettra évidemment en copie, en commentaire ou dans le lien de Source Private Assets. Merci Guillaume. Merci Benjamin. À bientôt. À bientôt.